Bonjour à tous, je m'appelle Julien Ducrot et je suis aussi du laboratoire MIS, tout comme Yacine juste avant et Jordan ce matin. Et je vais parler d'un sujet assez différent qui est, je vais vous présenter un capteur en fait, qui permet d'étendre la vision robotique pour avoir des images panoramiques et avec une large gamme de dynamique. Et donc j'ai écrit cet article avec mon directeur de thèse Guillaume Caron et avec El Moustapha Mouadib. Donc, principalement, en fait, le problème des caméras industrielles classiques, c'est qu'elles ont une gamme dynamique faible, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas capturer à la fois les éléments très éclairés de la scène, comme le ciel, et aussi les éléments qui sont beaucoup plus sombres, par exemple les arbres qui ne sont pas directement éclairés par le soleil, par exemple. Donc là, ici, on voit clairement la différence entre les deux images. Donc dans une image avec un temps d'exposition court, là on capture plutôt les éléments de la scène qui sont très éclairés, alors qu'à un temps d'exposition beaucoup plus long, on capture les éléments de la scène qui sont plutôt dans l'ombre. Alors que le ciel, du coup, apparaît complètement saturé dans l'image, il n'apporte aucune information. Donc notre objectif, c'est de réaliser cette caméra afin de pouvoir piloter un robot dans des environnements extérieurs. Donc cela permettrait du coup une capture temps réel de ces images avec un champ de vue panoramique et on a toutes les zones de la scène qui sont correctement exposées, qui sont visualisables dans les images panoramiques. Donc nous nous inspirons principalement de deux systèmes. Donc un qui consiste en 8 caméras qui sont alignées directement sur un support et avec des filtres à densité neutre qui sont placés dessus. Donc ces filtres à densité neutre permettent de réduire la quantité de photons qui arrivent à chaque capteur de chaque caméra et permet ainsi de simuler une réduction du temps d'exposition sur ces images. Donc à l'aide d'un filtre à densité neutre, sans changer le temps d'exposition, on peut capturer des zones beaucoup plus éclairées de la scène. Donc c'est ces vues multiples qui sont combinées en une image HDR. Cependant, vu que les caméras sont très éloignées les unes des autres, on est obligé de réaliser des opérations d'appariement et de transformation des images avant de pouvoir les combiner dans des images, en une seule image HDR. Sinon, on a des gros fantômes de problèmes d'alignement. Et aussi, on s'inspire du masque optique, donc, du coup, qui est un système beaucoup plus petit, qui est directement placé devant le capteur de la caméra, devant la matrice photosensible de la caméra, qui consiste à quatre filtres directement posés autour de groupes de 4, au-dessus de groupes de 4 photodiodes voisines, qui permettent d'avoir 4 expositions en même temps, mais sur des pixels voisins. Donc c'est intéressant car on évite le problème d'alignement de ce système à gauche, mais par contre, on réduit la résolution de l'image finale de moitié, car on considère que 4 groupes pixels voisins à chaque fois. Et on n'a pas trouvé, au moment d'écrire cet article, de méthode qui permet de réaliser des images HDR panoramiques en temps réel dans l'état de l'art. Donc HDR Omni, notre prototype est une extension optique qui peut capturer ces images HDR panoramiques et qui consiste en plusieurs filtres à densité neutre qu'on peut voir, vous pouvez pas voir, qu'on peut voir ici sur la droite et qui sont directement placés entre la caméra et des miroirs paraboliques. C'est un objectif télécentrique de caméra. Et donc, cette méthode de conception reprend le FOO, donc qui consiste en 4 miroirs, qui était à l'origine utilisé plus pour la reconstruction 3D. Et cette fois-ci, on utilise les 4 vues de la même scène pour avoir 4 vues complémentaires de la scène, donc avec des zones différentes d'intérêt dans les images. Donc là, ici, par exemple, on a surtout les zones qui sont très sombres dans la scène, les arbres, et là, ici, on a les zones qui sont très éclairées, comme le ciel. Donc afin de choisir les filtres à densité neutre, on se base sur la fonction réponse de la caméra. Donc c'est une fonction qui relie les expositions de la scène aux intensités mesurées directement sur le capteur. Donc on a supposé que pour notre caméra particulière, on a des fonctions de réponse linéaire par morceau, et de ce fait, on utilise les pentes de ces fonctions afin de trouver les densités des filtres à densité neutre. Et notre but, du coup, c'est d'utiliser les densités de filtres qui permettent
d'obtenir la plus grande plage d'éclairement possible mesurable avec notre capteur, en une seule acquisition, sans avoir à changer le temps de pause, juste en combinant les 4 expositions différentes qu'on obtient avec les filtres optimum. Donc afin de pouvoir combiner ces 4 images avec des expositions différentes et de ne pas avoir de problème d'alignement, on suppose que la disparité justement entre ces images est nulle, c'est-à-dire qu'un même point 3D se projette au même endroit dans les 4 miroirs. Donc pour ce faire, il faut que les éléments de la scène soient suffisamment éloignés de la caméra, donc à une distance de ρ mètres, et aussi que la définition de chaque image soit contrainte à nmax, par nmax pixels. Donc de ce fait, si on est dans une scène avec les éléments de la scène très proches de la caméra, par exemple si on met le robot ici avec la caméra dessus, on sera obligé d'avoir une résolution d'image très petite, de l'ordre de 200 pixels par 200 pixels. Alors que si on est en extérieur, on peut utiliser la résolution maximale de la caméra, que la caméra peut permettre. Donc voilà, dans le cadre de notre caméra, en fait, avec les paramètres que cette caméra a et son capteur, on a une résolution 430 par 430 pixels et on peut voir les éléments sans avoir de superposition à 5,30 m. Donc afin de réaliser la fusion des expositions, la fusion HDR, on utilise un algorithme très connu dans la littérature qui a été plusieurs fois évalué très positivement, qui permet en fait de prendre les 4 images LDR capturées en simultané, de les fusionner et d'avoir une image HDR où là on obtient tous les éléments de la scène en même temps. Donc à la fois le ciel et les bâtiments et les arbres, tout ce qui est dans la scène, quel que soit son éclairement. Donc on a évalué l'augmentation de la qualité de l'image, c'est-à-dire la quantité d'informations supplémentaires qui est apportée dans 9 scènes. Donc des scènes qui ont à chaque fois un éclairement varié. Donc là ici, dans cette scène, par exemple la scène 1, on voit que le ciel et le sommet du bâtiment sont très éclairés, car dans le ciel il y a le soleil qui est très irradiant, et aussi on a le sommet du bâtiment qui est blanc, donc qui réfléchit beaucoup la lumière. Et on ne voit pas du tout ces 2 éléments dans cette image-là. Alors que dans cette image ici, on peut les voir, et on peut voir aussi les éléments beaucoup plus sombres en simultané. Donc on observe aussi la même chose pour les autres scènes. Voilà. Et de façon quantitative, on a utilisé un critère justement proposé aussi par Mertens dans son algorithme, qui pondère chaque pixel dans une image en fonction de sa qualité, donc c'est-à-dire c'est un critère qui mélange l'exposition du pixel, donc s'il est suffisamment intense ou pas, s'il se rapproche de la médiane en fait en intensité en pixels, car 1 c'est considéré intensité maximale donc on ne voit rien, c'est saturé, et 0 c'est un pixel noir. Donc ça c'est l'exposition, le contraste, donc c'est par rapport à la zone, est-ce qu'on a un contraste suffisant dans la zone pour pouvoir apercevoir des contours, donc c'est plus... ça souligne plutôt les pixels dans les contours des objets. Et la saturation, qui détermine si les couleurs de ce pixel sont suffisamment vives pour donner beaucoup d'informations. Et donc dans nos 9 scènes, ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, on augmente la qualité moyenne de ces pixels pour les images HDR par rapport aux images LDR associées à la même scène. Et au minimum, on double, et au maximum, on augmente largement. Par exemple, quand on a des images très saturées, forcément, avec l'image HDR, on a quelque chose de bien meilleur. Donc on a fait une évaluation sur des applications en robotique, donc notamment la caméra placée sur un robot mobile qui permet de déplacer ce robot en extérieur. On a aussi effectué une évaluation en détection et appariement de points d'intérêt qui permettrait à l'avenir, selon la suite de ces travaux, de réaliser du SLAM. Donc pour cette première évaluation, on considère 3 datasets, où dans chaque 3 environnements différents, sur lesquels le robot était déplacé sur 2 mètres en ligne droite. Et à chaque fois, on capture 30 images consécutives. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le nombre déjà de points d'intérêt détectés, et l'appariement entre les points détectés dans les images successives pour les images LDR comme pour les images HDR.
Et ce qu'on constate, c'est qu'on a à chaque fois qu'on a au moins 36% de descripteurs surf en plus détectés dans les images HDR par rapport au LDR, et qu'on a 26% d'appariements corrects en plus dans ces images HDR successives. Donc ce qui est plutôt encourageant pour le SLAM, car ça permettrait justement de pouvoir détecter des éléments de la scène et de pouvoir reconstruire en 3D l'environnement sur lequel le robot se déplace. Donc pour le cas de l'asservissement visuel photométrique, je vais faire une réexplication de l'algorithme. Donc le robot, il est commandé sur 2 degrés de liberté, donc en translation linéaire devant lui, et rotation autour de son propre axe. Et la mesure qui est faite donc avec la caméra HDR Omni, c'est 4 images d'exposition différentes, qui sont fusionnées en une image HDR, qui ont comparé à une image HDR prise au préalable à la position où on veut que le robot aille, la position désirée. Ensuite, la différence entre l'image désirée et l'image courante par le robot est utilisée en boucle fermée afin de pouvoir contrôler ces 2 degrés de liberté du robot, la translation en X et la rotation autour de son axe Z. Donc en fait, à mesure que le robot se rapproche de la position désirée, donc j'ai utilisé des marqueurs au sol pour représenter un petit peu, l'image de différence se rapproche du gris uniforme. Ça veut dire que la différence entre cette image-ci et l'image à la pose désirée devient de plus en plus nulle. Et donc on voit que quand le robot s'arrête à la position désirée, qu'on peut voir ici par un marqueur au scotch, que la différence est presque nulle, on a presque une image grise et uniforme. Alors pour les résultats de cette manipulation d'asservissement visuel, donc l'asservissement visuel c'est un asservissement visuel panoramique qui considère tous les pixels d'une image omnidirectionnelle à chaque fois pour sa loi de commande. Et pas seulement quelques pixels d'intérêt, vraiment tous les pixels de l'image sont considérés. Donc on compare un asservissement visuel panoramique avec une image à faible gain dynamique, donc une image LDR, Low Dynamic Range, 4 vues à la même exposition, LDR aussi, qui sont superposées les unes par rapport aux autres, au cas où il y a un petit décalage entre les images, que ça apporte un peu d'informations en plus. Et une vue HDR obtenue à l'aide des 4 expositions différentes qu'on a avec notre caméra. Donc on a répété ces expériences sur 4 distances différentes par rapport à la position désirée, et sur 3 scènes différentes. Donc on voit en fait que dans tous les cas, l'asservissement visuel HDR a une erreur en position en millimètres plus faible que les autres techniques, et que dans le cas LDR en général, on a des erreurs finales assez élevées. Et à chaque fois, je précise que toutes les expériences ont été réalisées en extérieur, donc du coup, de ce fait, l'asservissement visuel classique, qu'il soit panoramique ou pas, ne parvient pas à atteindre la pose désirée à cause du manque d'informations et des zones saturées dans les images obtenues. Donc en conclusion, notre méthode de conception s'appuie sur M miroir parabolique et M-1 filtre à densité neutre, car on a l'exposition courante plus le reste en filtre à densité neutre. Cette technique permet d'augmenter considérablement la gamme dynamique obtenue qu'on peut mesurer avec notre caméra. Et ça permet, le fait que la qualité des images augmente, ça permet aussi de pouvoir détecter plus de descripteurs surf et de pouvoir les apparier entre eux et éventuellement de réaliser du SLAM. L'asservissement visuel a un plus grand domaine de convergence, donc à une position initiale du robot plus lointaine, on peut quand même réaliser l'asservissement visuel. Donc même s'il est éloigné de 2 mètres, on peut le faire, alors que sans image HDR, on ne peut pas le faire, le robot diverge, il va complètement n'importe où au lieu d'aller à la pose désirée. Et aussi l'erreur à convergence est réduite. Donc dans le futur, on envisage d'utiliser ce prototype afin de réaliser du SLAM à l'aide du fait qu'on a plus de descripteurs surf détectés à Paris. Et aussi, on va chercher à améliorer le prototype pour garantir la variance temporelle de la fusion HDR, c'est-à-dire de pouvoir avoir des images avec toutes les zones bien exposées, même quand l'éclairement dans la scène change fortement. Par exemple, si des nuages passent devant le soleil d'un seul coup,
Ça change complètement les images, on veut chercher à éviter ce problème. Et aussi, on pense étudier les réseaux de neurones ou alors trouver d'autres solutions afin de pouvoir améliorer la qualité de nos images, qu'elles soient plus jolies à voir pour les humains. Et éventuellement utiliser des filtres à densité variable pour contrer cette variance temporelle des images HDR. Et aussi, on a eu un projet, justement, ADROS, qui a été accepté en juillet 2021, qui poursuivra ces travaux, qui constitue une partie de ma thèse, mais j'ai aussi une autre partie assez différente. Donc, une démonstration de manipulation d'asservissement visuel principalement est disponible sur YouTube. Et aussi, je tiens à remercier le projet ADAPT qui a financé ce projet, ainsi que ma thèse. Donc merci à vous pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tu dis que le nombre de points insert augmente significativement, tu le calcules sur l'image fusionnée, c'est ça? Oui, en fait, je compare les points détectés sur l'image, sur les 4 images de HDR Omni séparément, avec ceux de l'image fusionnée. Ouais. Ok, mais du coup, sur l'image fusionnée, ce que j'ai compris, c'est 4 images avec des points de vue légèrement différents. Est-ce que tu ne crées pas des structures ou des coins qui créent des points d'intérêt qui sont fixes quelque part? Des points d'intérêt qui sont fixes par rapport à... Par exemple, le reflet de la caméra que tu as Ouais. dans l'image. Oui. Ah oui, oui, ceux-là, oui. Il y a un décalage. Ouais. Forcément, tu crées des points avec des Alors, ce qu'on fait à l'heure actuelle pour essayer de contrer ça, c'est on applique un masque sur les images afin de ne pas détecter des points d'intérêt au niveau des reflets de la caméra dans les miroirs. Car justement, c'est des points qui sont parasites pour nous, vu qu'ils ne représentent pas du tout l'environnement. Donc on les masque complètement, on ne les considère pas. Et à l'avenir aussi, on pense éventuellement changer le prototype avec un tube en verre, afin de éviter d'avoir les reflets du mât, là qu'on peut voir par exemple tout le long ici. Dans ces images, on aurait juste le reflet du capteur de la caméra elle-même, ce qui réduit quand même largement la zone par rapport à ce que c'est actuellement. Ouais. Oui. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris où est-ce que tu plaçais tes films Hein? dans ton système. Tu les mets devant ton Alors, je sais pas si on voit, disons. C'est entre, là par exemple sur cette image-là, en fait j'ai les 4 miroirs, j'ai la caméra qui est au-dessus, et là c'est au bout de l'objectif qu'on voit tout là-haut. J'ai pas de pointeur donc c'est au bout de... Mais c'est avant ton objectif ou En fait il y a le capteur de la caméra, il y a son objectif télécentrique, et juste après il y a le disque avec les 4 fils qui est posé dessus. Et ensuite il y a juste les miroirs. C'est juste au-dessus des miroirs en fait qu'ils sont. Ils sont vraiment... bon là je peux pas montrer, mais il n'y a rien entre les filtres et les miroirs. je peux vous question le Ouais. Après... Non. Non mais c'est vraiment là on voit un disque gris un petit peu, c'est juste autour des filtres. C'est à cet endroit-là qu'il faut se les imaginer. Une question. Moi justement, ce que je comprends pas bien, c'est avec ce système, est-ce qu'on garantit qu'il n'y a pas de décalage? Bah en fait c'est ce qu'on voulait prouver avec ça, c'est que en théorie si les éléments de la scène ils sont suffisamment éloignés, on est censé avoir un décalage très faible. Par contre si on a des éléments de la scène qui sont proches, forcément on aura un décalage énorme. D'accord, parce que moi je reviens sur l'idée de Nayar, là, que je Oui. connaissais pas, qui utilise une espèce de Ouais. matrice de Bayer, quoi, Mm. de Bayer, Mm. et qui a été disqualifiée en disant que ça réduisait la Ouais. résolution. Ouais. Mais est-ce que vraiment c'est suffisant pour le disqualifier? Parce que là on garantit qu'il n'y a pas de Mm. décalage. Bah c'est une question... ouais, bah après c'est quelque chose qu'on avait déjà posé aussi. Après nous, en quelque sorte, qu'est-ce qui pourrait... Faut voir en fait, faut essayer de déterminer quelle résolution est la plus contrainte. Si c'est plus contraignant de diviser par 2 la résolution en prenant ce système-là, ou alors
Le fait d'avoir les éléments de la scène qui sont proches nous oblige à réduire la résolution des images pour pas que ça se confonde. Il faut voir en fait selon les cas qu'est-ce qui est le moins contraignant. Je pense que c'est ça vraiment qu'il faut voir. Après, ce qui peut être intéressant aussi, ça serait de combiner les deux. En fait, ça serait d'avoir ce capteur-là avec notre caméra. On pourrait avoir 8 expositions différentes en simultané en fait. On pourrait aussi. C'est une perspective possible, effectivement. Une question. Moi j'en ai une. Oui. Qui est liée à celle-ci. Est-ce qu'il n'est pas possible tout simplement d'aligner les images? Tu as 4 images, tu as 4 capteurs catadioptriques. Ouais. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un recalage amont qui soit fait? Le calcul des transformations, la première chose. Après, les miroirs, c'est quelle forme? C'est des paraboloïdes, si je ne me trompe pas. Donc, Ouais. télécentrique. Ouais. C'est télécentrique, ouais. C'est un objectif télécentrique. Et quand tu feras ton slam, tu feras le slam sur un miroir, sur les 4? Sur les 4. Sur les 4, Ouais. simultanément? Ouais, ça serait ça. Ou alors sur l'image HDR directement. L'image fusionnée. Avec les 4? Ouais. Mais là, tu n'as plus le point de vue unique. Ouais, oui, à part si on considère notre approximation que c'est un point de vue quasiment unique, mais c'est vrai que c'est pas exactement un point de vue unique, effectivement. Ou alors on fait avec les 4 en séparé, mais savoir. Mais ouais, c'est des choses qui sont à considérer aussi. Merci beaucoup. Merci. Au suivant, Philippe Edine.